j'ai le plaisir de vous accueillir ici au nom des TPG dans le dépôt de la Jonction. Donc Sébastien Webel, responsable du pôle opération de l'exploitation au TPG. De ce dépôt de la Jonction, alors il a un petit peu changé depuis, mais on y est depuis 1900. Et à une époque où le transport public n'était pas forcément accessible à tout un chacun et où la mobilité piétonne et cycliste était bien plus conséquente pour les déplacements urbains et en proche périphérie. Avec le temps, la situation a évolué et le transport public a perdu un petit peu aussi de son attrait, notamment après la Première Guerre, l'arrivée de l'automobile qui s'est fortement développée. Et le transport public était plus directement lié, enfin, destiné à ce qu'on appelait à l'époque aux captifs, aux personnes qui n'avaient pas les moyens ou la possibilité de se déplacer en voiture, autrement qu'en transport public finalement. On peut dire dans ce sens-là que l'arrivée notamment des cités nouvelles d'Aunay ou de Meyrin, pour donner un exemple, est assez symptomatique. La cité nouvelle d'Aunay a été construite quelques années après la suppression du tram de Bernay, au début des années 60. La cité de Meyrin s'est construite avec une arrivée d'une ligne de bus, mais qui avait finalement une très très faible fréquence et une capacité. Et alors que tout était fait dans ces cités pour accueillir finalement l'automobile et pour faciliter les déplacements avec l'automobile. Depuis, à la fin des années 70, début des années 80, la situation a changé, sans doute aussi avec la prise de conscience des problématiques de congestion, du trafic, la qualité de vie en ville, qui a apporté, je dirais, un regain d'intérêt pour les transports publics, qui s'est traduit sur Genève avec un développement assez conséquent de l'offre, notamment le retour du tram sur pas mal d'axes, et ce lien entre urbanisation et transport très important, donc l'idée d'amener le transport public au moment où les habitants, notamment des nouveaux quartiers, arrivent sur les lieux. Il y a aussi eu tout un travail en termes d'accessibilité, l'accessibilité pour la mobilité douce, pour les piétons, la mise en accessibilité des arrêts, des véhicules, avec l'accès à plancher bas, qui permet aujourd'hui à tout un chacun d'utiliser les transports publics, les personnes à la mobilité réduite, mais également les familles, de par cette accessibilité qui est largement améliorée. Et aujourd'hui, la situation avec l'évolution climatique, avec la politique aussi très forte pour favoriser le développement des transports publics, le développement du tram, sur ces prochaines années qui continue également de manière très intensive, on voit bien que le transport public est maintenant ouvert, je pense plus qu'avant, à l'ensemble de la population et beaucoup moins genré qu'il ne l'était par le passé. Voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps, je passe la parole à Jérémy Foulaillon, donc, étudiant en sociologie à l'Université de Genève. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors d'abord, on veut remercier chaleureusement les TPG de nous accueillir ici dans ce cadre assez original pour une conférence. Je suis Jimmy Foulaillon, étudiant en master à l'Université de Genève, en master de sociologie. Et je vous remercie d'assister à cette avant-dernière conférence du Forum de recherche sociologique 2022, La ville des différences, organisée par Fiorenza Gamba, Sandro Catachin et Nerea Viana Alzola. Pour la conférence de ce soir, nous sommes dans un cadre de choix puisque celle-ci traitera de la mobilité attentive aux différences, présentée par Vincent Kaufmann. Et dans un second temps, nous aurons le plaisir d'écouter Francesco Della Casa, qui sera le discutant de ce soir. Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL, et il dirige le laboratoire de sociologie urbaine La Sûre. Il est également directeur scientifique du forum Vie Mobile à Paris depuis 2010. Il travaille également sur la mobilité et ses liens avec les transformations des sociétés contemporaines et leur territoire, et ses analyses de la mobilité sont aussi bien spatiales, temporelles et sociales. Il s'intéresse également au mode de vie, aux études urbaines, de la vie quotidienne et à l'analyse des politiques publiques d'aménagement et des transports. Ses publications récentes comprennent notamment Pour en finir avec la vitesse aux éditions de l'Aube et Europe Bayern Mobility chez Routledge. Quant à notre discutant Francesco Della Casa, il est l'architecte cantonal de Genève. Il est ainsi chargé de coordonner les grands projets architecturaux et urbanistiques entre l'administration, les professionnels et les usagers, et est donc garant de la qualité architecturale et urbanistique à Genève. Il a étudié à La Haye avant de se former en tant qu'architecte à l'EPFL. Il a également de l'expérience dans la rédaction, puisqu'il a été rédacteur en chef de la revue Tracé et membre de comité de rédaction de la revue Architecture d'aujourd'hui. Il a publié plusieurs essais consacrés au bâtiment, au processus de mutation urbaine et à l'urbanisme des grandes hauteurs, et aussi à l'habitat humain. C'est un plaisir et un honneur de les accueillir aujourd'hui, et sans plus attendre, je vais passer la parole à monsieur Vincent Kaufmann.
Merci. Moi, je crois que j'ai un micro. Merci, merci pour l'invitation. Et puis, je suis particulièrement ravi d'être parmi vous ce soir. Non, ça va l'écho ? Un peu plus proche. Oups, je vais le manger ce micro. Ravi d'être parmi vous ce soir, donc au dépôt des TPG de la Jonction. Moi, je suis bien que professeur à l'EPFL depuis 2003, je suis genevois et je n'ai jamais réussi à déménager. Et donc voilà, c'est un lieu un lieu que je connais depuis mon enfance, ayant été déjà adolescent passionné par des questions de mobilité. Alors, je vous propose un exposé ce soir sur la mobilité attentive aux différences. Un exposé qui va être adossé à une série de résultats de recherche issus de différents travaux qu'on a pu mener dans le cadre du LASUR, donc à l'EPFL, mais aussi de travaux de recherche un peu plus larges qui ont été menés dans le cadre du Forum Vie Mobile, qui effectivement est une petite fondation soutenue par la SNCF, qui existe depuis 2010 et pour laquelle j'ai la fonction de directeur scientifique, et qui travaille sur la prospective de la mobilité. Et qui mène toute une série de travaux de recherche, non seulement sur la France, mais plus généralement sur l'Europe. Peut-être pour rentrer dans le sujet, moi j'avais envie de me situer peut-être comme professeur de sciences sociales dans une école d'ingénieurs. Donc ça fait pratiquement 20 ans que je suis prof à l'EPFL, que j'enseigne en fait à de futurs ingénieurs qui se spécialisent notamment dans le domaine des transports, des questions liées à la mobilité et aux différences notamment. Et je voulais relever d'emblée que c'est un véritable enjeu en école d'ingénieurs que d'aborder ce thème-là. Pourquoi c'est un véritable enjeu ? Parce qu'en fait, traditionnellement, le champ des transport studies ou des mobility studies est assez peu attentif à cette question des différences. C'est-à-dire qu'il y a des approches qui se sont développées, qui se sont solidifiées autour des flux, la gestion des flux, la manière de les organiser. Et ça, c'est un gros morceau de l'enseignement qui est donné en école d'ingénieurs autour des questions de transport. L'approche de la mobilité par les flux, elle est pensée à partir de la théorie de la dynamique des fluides. Donc ça veut dire qu'on est dans des particules qui circulent dans des tuyaux. Et donc, les particules, les différences entre les particules, c'est pas forcément le thème peut-être le plus développé. Donc, il y a parfois peu d'intérêt pour l'amont, c'est-à-dire, derrière un flux, il y a des personnes, il y a des gens qui se déplacent, qui sont différents. Il y a parfois aussi peut-être une certaine insensibilité sociale à ces questions. Si on pense aux mesures qui sont proposées dans le domaine des transports pour essayer de réguler la mobilité urbaine et en particulier l'automobile en ville, pratiquement tous les instruments qui sont imaginés renvoient à des instruments financiers. Donc on imagine des péages urbains, on imagine des taxes. Il y a une utilisation extrêmement forte des instruments monétaires, sans se poser la question en disant péage urbain par exemple de congestion. Les heures où c'est le plus congestionné, on fait payer éventuellement même cher l'accès à la ville. En disant comme ça, on va un petit peu faire réfléchir les gens, il faudra qu'ils se déplacent à d'autres moments. Mais sauf que on s'intéresse absolument pas de savoir. Quand on est à 7h30 le matin dans sa voiture et qu'on essaye d'entrer à Genève pour venir travailler au centre-ville, c'est parce que probablement on n'a pas le choix de l'horaire. Si on avait le choix de l'horaire, évidemment qu'on ferait autrement. Et donc il y a toutes sortes de métiers, et ça on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier à l'heure du développement du télétravail, où finalement on est obligé d'être sur place, à une heure donnée. Donc est-il juste de punir d'une certaine manière des personnes
qui se déplace à ses heures, voilà, sous prétexte que ce serait mieux qu'elle le fasse à un autre moment. Enfin voilà. Alors après on peut dire oui, mais il s'agit de les faire réfléchir, ils pourraient venir en bus, ils pourraient venir, etc. Il n'empêche, je pense qu'il y a vraiment un sujet à penser en termes d'inégalité, en termes de voilà, en termes de différence. Donc voilà, ça c'est un petit exemple que je voulais entrer avec peut-être ce regard en essayant par la suite, c'est comme ça que j'ai construit mon exposé, de développer un espèce de plaidoyer justement pour une prise en compte, pour un intérêt peut-être plus marqué autour des questions de différence dans l'analyse des mobilités. Ça me semble d'autant plus important que je pense que les mobilités, c'est un aspect absolument central de la fabrique de la ville. Finalement, les mobilités, ça devrait être un des thèmes qui est situé au cœur des études urbaines, et pourtant ça ne l'est pas. Ça ne l'est que partiellement. Peut-être juste pour faire une petite citation, Robert Park, qui est un des chercheurs de l'école de Chicago, qui est à l'origine des premiers travaux d'écologie urbaine et de sociologie urbaine, définissait l'objet de la sociologie urbaine comme l'analyse de l'homme doué de locomotion. Alors bon, homme doué de locomotion, on dirait plus les choses comme ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, et je pense que fondamentalement il a raison, et que la mobilité est une dimension absolument incontournable de la fabrique de la ville. Voilà, donc ça c'est l'introduction que je voulais vous faire, et puis maintenant je vais peut-être rentrer dans le cœur de mon exposé. J'avais envie de commencer par peut-être un aspect théorique, en disant qu'est-ce que c'est que la mobilité? Parce que la mobilité, ça veut tout dire et rien dire, c'est un peu un mot valise. Donc si on se situe en sociologie, si on ouvre un tout petit peu plus, disons en sciences sociales, qu'est-ce que ça veut dire mobilité, comment est-ce qu'on peut la définir? Et puis ensuite, une fois qu'on aura vu trois modalités, trois sens que peut avoir ce mot, et je développerai trois peut-être parties dans mon exposé. Une première sur la mobilité et les différences, deuxième sur mobilité et inégalité, sachant qu'on a peut-être un peu trop tendance à considérer que différence est égale, équivaut à inégalité. C'est pas forcément toujours le cas, donc je pense que c'est important de bien le différencier. Et puis je finirai par une séquence sur la motilité, donc l'aptitude à se mouvoir, et l'accès à l'emploi. Voilà, mais peut-être entrer directement sur les trois modalités que peuvent prendre que prend le terme de mobilité si on se situe en sciences sociales. Alors une première de ces modalités, c'est que la mobilité est un phénomène socio-spatial. Ça renvoie au constat que être mobile renvoie à une double faculté, celle de se déplacer, donc de changer de lieu, mais aussi celle de se transformer, de s'adapter à une situation nouvelle, de changer de statut, de position, de compétence, etc. C'est vraiment biface. Et en sociologie, vous avez toute la sociologie de la mobilité sociale qui s'intéresse absolument pas à l'espace, mais qui s'intéresse justement à cette transformation de soi. Et cette transformation de soi, alors la sociologie de la mobilité sociale s'y est intéressée en termes de transmission intergénérationnelle du statut socio-professionnel, mais on peut élargir le propos en se disant que voilà, ça peut être décliné de différentes... il y a des petits... Pour pas qu'on ait une panne. Parce que ça va bientôt s'arrêter. Oui, donc on peut élargir le propos, et la transformation de soi, ça se décline, évidemment à l'échelle du parcours de vie, mais ça peut se décliner aussi à l'échelle de l'année, à l'échelle de la journée. Ce matin, toutes et tous qui nous sommes retrouvés tout à l'heure ici au dépôt de la jonction des TPG, on s'est levé, on s'est retrouvé dans un cadre privé, puis ensuite on a peut-être été travailler à l'université, on a été étudiant, on a eu une activité professionnelle, et on a changé de rôle. Et en changeant de rôle, on s'est transformé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même manière à sa fille le matin au petit déjeuner qu'au professeur Katachin quand on suit son cours.
Hein, donc voilà, et donc cette transformation de soi, je donne juste cet exemple parce qu'on peut la décliner à l'échelle de la vie quotidienne, on peut la décliner à l'échelle de l'année, déjà à l'échelle de la semaine, hein, semaine et week-end, hein, on a de nouveau voilà, des rôles, le fait de se reposer, de se recréer le week-end. Les vacances sont aussi l'idée de vacances, de se déplacer pour aller ailleurs, cette idée qu'en allant ailleurs, on va se ressourcer, on est de nouveau dans ce phénomène biface. Donc on est bien dans un phénomène biface socio-spatial, hein, où on se déplace et en se déplaçant ou associé au déplacement, voilà, il y a ce changement de statut ou de position. Et donc c'est associé du coup à une faculté, hein, la faculté à se transformer et à se mouvoir dans l'espace, que l'on peut conceptualiser avec la notion de motilité. C'est ce que j'ai développé dans certains de mes travaux. Peut-être pour vous donner un exemple plus concret, mais je vous en ai déjà donné, bon, je ne sais pas s'il est plus concret, mais il est plus visuel. Ça, c'est le Paléo Festival de Nyon. Typiquement, c'est aussi un exemple de transformation de soi, c'est-à-dire que quand la foule se transforme en public, voilà, il y a donc chaque unité individuelle entre en communion pour devenir le public, voilà, de quelqu'un qui se présente sur scène. Deuxième modalité de la notion de mobilité, c'est peut-être le plus immédiat, c'est que la mobilité, c'est aussi un indicateur analytique qui peut être utilisé en sciences sociales. Voilà, ça permet de prendre le pouls d'une réalité sociale. En ce sens, mesurer la mobilité peut permettre de comprendre des dynamiques de relations familiales. Par exemple, lorsqu'on mesure le rythme des rencontres familiales et des déplacements qu'elles impliquent, qui se déplacent plus, qui se déplacent moins. On peut l'utiliser comme ça, comme un indicateur d'autre chose, hein, de l'insertion, etc. Et donc ça, c'est une deuxième modalité, je crois, qui est importante de la mobilité, qui a beaucoup été développée voilà, dans des mesures peut-être assez classiques en analyse quantitative des déplacements. Là, vous avez par exemple pour la Suisse la répartition en mobilité distance, donc le total des distances parcourues dans la vie quotidienne, de l'utilisation de différents moyens de... Non, c'est la mobilité fréquence, justement, c'est pas la mobilité distance. Quand on voit la part qu'à la marche à pied, voilà, c'est des indicateurs comme ça qui sont un petit peu validés, reconnus à l'échelle même internationale, donc qui mesurent la mobilité en termes de distance, en termes de fréquence, en termes de motifs, en termes de mode de transport utilisé. Il y a des grandes enquêtes, etc. Donc ça permet effectivement de mesurer un certain nombre de facteurs. Ça me permet de mettre en évidence des différences, je vous le montrerai peut-être après. Donc c'est une deuxième modalité. Donc là, l'accent n'est plus sur le phénomène socio-spatial, mais voilà, sur peut-être plus la mesure. Et puis troisième modalité, et je pense qu'elle est vraiment essentielle, c'est que la mobilité, c'est une norme sociale. Alors dans les deux premières modalités que j'ai citées, la mobilité a été entendue comme un bien premier, hein, l'idée associée peut-être à l'idée de liberté dans l'espace-temps. Dans les sociétés occidentales contemporaines, la mobilité, elle tente à devenir une espèce de norme sociale, et en particulier une certaine forme de mobilité, le fait de se déplacer vite, loin, souvent, et revenir vite, ce que j'appelle la mobilité réversible. On est dans un pays d'hypermobile, voilà, un chiffre que j'aime bien citer, plus de 10% de la population active en Suisse habite à plus de 50 km de son domicile principal, et donc se déplace dans la vie quotidienne. On déménage plus en Suisse quand on trouve du travail loin. Alors, c'est peut-être quelque chose, quand on habite Genève, on est tout au bout du pays, ça se voit peut-être un petit peu moins que quand on habite à Lausanne, à Berne, à Fribourg ou à Zurich, mais voilà, c'est un phénomène assez général. Donc il y a une espèce, c'est quelque chose qui est attendu, ce déplacement. Et pour illustrer cette troisième modalité, je vous ai repris, puisque Macron a été réélu il y a quelques jours, c'était l'occasion de le citer. Il était allé il y a quelques années à la souterraine, c'est dans la Creuse, où un sous-traitant, une
l'entreprise sous-traitante du groupe PSA, donc Peugeot, était en train de fermer, il y avait des manifestations. Et puis, voilà, il avait eu ces mots. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes à Ussel. Ussel, c'est à l'autre bout du département. Donc, il faisait référence à des ouvriers qui étaient licenciés à la souterraine. Il leur suggérait d'aller candidater dans une usine à 150 km qui recrutait des gens de leur profil, effectivement. Mais, vous voyez, là, on est dans l'injonction à la mobilité. C'est un peu l'idée, bougez-vous le cul au lieu d'emmerder le monde. Hein. Et donc la mobilité dans ce monde-là, ça n'est plus forcément, c'est pas forcément une liberté, ça devient d'une certaine manière une espèce d'obligation. Quand on demande aux chômeurs en Suisse, par exemple, d'accepter un travail, je crois jusqu'à 1h30 de son domicile, 1h30 de transport, on est dans la même idée, en disant, ben voilà, c'est considéré comme absolument normal. Donc on est dans une espèce de, comme ça, il y a une norme de mobilité faite, associée à une forme d'injonction. Voilà. Donc ces trois modalités, elles me semblent absolument essentielles. Avec les trois, on peut faire de la sociologie, on peut les combiner. Je pense que c'est important de bien les différencier parce que sinon on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et elles permettent d'aborder notamment la question des différences. Alors pour entrer, peut-être première partie un peu empirique de mon exposé, sur la question des différences, j'avais envie d'illustrer mon propos peut-être par deux exemples tirés de travaux sur la mobilité de la vie quotidienne. Un premier sur les rythmes de la vie quotidienne, mesurés en termes de déplacement, puis un deuxième sur les dispositions à l'utilisation des différents moyens de transport dans la vie quotidienne. Peut-être pour commencer avec les rythmes, donc ce que vous avez sous les yeux, c'est un schéma qui est inspiré de la Time Geography, donc où vous avez voilà, les heures de 0 à 24 heures, hein, la journée. Vous avez les distances hein, en hauteur. Et puis là, j'ai représenté voilà, des déplacements un peu virtuels pour vous montrer un petit peu comment on a conçu cette histoire. Donc là, on a une personne, par exemple, qui part de chez elle vers 7h30, qui va à 10 km de son domicile, qui reste jusqu'à 12h, qui rentre chez elle, qui, autour de 13h30, repart à 10 km, et quitte à 18h ce lieu pour se rendre dans un autre lieu à 5 km, etc. Vous voyez, c'est un peu le principe de représentation. C'est un graphique qui associe la distance et le temps au cours de la journée et qui précisément est la fréquence des déplacements. On voit les retours au domicile. Et l'idée qu'on a eue en faisant ce travail, c'était précisément de mettre en évidence la diversité des programmes spatiaux d'activité dans la vie quotidienne. Alors, c'est un exercice qu'on a mené sur les données du micro-recensement transport et mobilité 2015 pour la Suisse entière. Donc c'est une enquête qui a lieu tous les 5 ans. Grosse enquête. Donc qui permet effectivement d'identifier des types. Et on a identifié, vous voyez, ça c'est... Là, on a agrégé je sais plus combien il y a, des milliers de personnes. Hein, ça nous fait des nuages. Hein, vous voyez, on a pu identifier des types à qui on a pu donner des noms. Donc vous voyez, donc c'est le même graphique que là, simplement là c'est pour une personne et puis là c'est pour un nuage de personnes. Donc vous voyez, alors on ne va pas entrer dans chacun des types parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que vous voyez qu'il y a une très grande diversité. On est sur un échantillon représentatif de la population qui vit en Suisse. On est sur l'échantillon du lundi au vendredi. On a volontairement sorti le samedi et le dimanche. Et vous voyez que, par exemple, le groupe numéro 5, je vais peut-être, je vais vous le montrer là. C'est bien de bouger un petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez ce groupe-là? C'est des gens qui sortent à partir de 14 heures.
Ça, c'est des gens qui se déplacent que le matin. Là, vous avez un groupe d'actifs assez classiques qui sont plutôt des gens qui partent le matin, qui rentrent le soir. Là, vous avez des grands mobiles, c'est probablement ceux qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile. Vous en avez d'autres qui sont extrêmement actifs, ils font beaucoup de déplacements, mais dans leur quartier, ils restent dans la proximité. Mais ils font énormément de déplacements, mais vous voyez qu'ils vont pas loin, etc. Donc on voit une grande diversité de situations. Et cette grande diversité de situations, elle est évidemment associée, elle est associée à une diversité sociale, liée aux positions sociales, mais liée aussi au genre, liée à la composition du ménage, etc., etc. Et donc, voilà, ça c'est des choses dont on parle, à mon avis, beaucoup trop peu. Et quand on regarde le poids que représentent ces différents types dans la population, pour une journée de semaine, de jour ouvrable du lundi au vendredi donné, on se rend compte que l'image d'Épinal, de la personne qui va bosser le matin et rentre le soir, éventuellement rentre à midi, c'est une toute petite minorité, qui a toutes sortes d'autres comportements dont finalement on ne tient peut-être pas suffisamment compte, et notamment lorsque l'on conçoit une offre de transport collectif, qui est censée être surtout performante pour amener des gens au travail et les amener le soir, mais on ne s'intéresse pas tellement, peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps on ne s'est pas tellement intéressé aux autres déplacements. Après, c'est aussi associé, alors ça c'est pour faire un clin d'œil peut-être plus sur les pratiques des différents moyens de transport. Ça c'est une comparaison pour ces différents types, pour le canton de Berne et le canton de Vaud, qui sont deux grands cantons qui ont des villes, des régions de montagne, des régions rurales. Pour vous montrer les différences dans l'utilisation des moyens de transport. Ça c'est les transports individuels motorisés comme conducteurs, donc c'est l'utilisation de la voiture comme conducteur. Vous voyez qu'il y a des types où vous avez des différences qui sont absolument énormes. Vous avez chaque fois la première colonne c'est Vaud, la deuxième c'est Berne. Vous voyez par exemple les post-prandiaux, ceux qui se déplacent l'après-midi, qui sortent pour la première fois après midi, littéralement. Vous voyez qu'ils sont 75% à le faire en voiture dans le canton de Vaud, 34% dans le canton de Berne. Ça, c'est un effet d'offre. L'offre de transport collectif dans le canton de Berne est beaucoup moins orientée vers les heures de pointe et offre une possibilité de se déplacer au cours de la journée qui est beaucoup plus égalitaire d'une certaine manière. Donc on voit ce genre de différence apparaître. On pourrait évidemment affiner le propos en fonction de la localisation résidentielle, etc. Mais là, c'était juste pour vous donner quelques exemples de différences. On ne sait encore pas si c'est des inégalités, c'est des différences. On voit des usages différents de l'espace, du temps. Voilà. Donc ça, c'était le premier élément dont je voulais rapidement vous parler à propos des différences. Le deuxième, on peut aller très vite. Le deuxième concerne les dispositions à l'utilisation des moyens de transport. Donc ça, c'est une approche que moi j'avais commencé à développer il y a 25 ans dans le cadre de ma thèse de doctorat, à l'EPFL déjà à l'époque. C'est une typologie basée sur une approche weberienne des dispositions à l'égard des différents moyens de transport. Donc on essaie de chercher à identifier les différentes logiques d'action individuelles qui peuvent informer ces déplacements. Puis vous voyez que là aussi on a une très très grande diversité entre des personnes qui sont automobilistes et qui utilisent la voiture comme réflexe, comme le premier des types, là, les automobilistes exclusifs, des personnes qui comparent l'efficacité des modes, des personnes qui comparent le confort qu'ils ressentent à l'égard de ces modes, des personnes qui ont le dernier type, là, qui ont des convictions environnementales avec lesquelles ils veulent être en accord, et c'est ça le moteur des choix dans la vie quotidienne pour les moyens de transport. Donc là aussi une immense diversité. Là, je vous ai montré, on avait mené une enquête en 2019, c'est la dernière qu'on a menée sur ce sujet, où vous avez les agglomérations de Genève, Lausanne et Berne, avec la ville-centre et les communes de première couronne, où vous voyez le poids de ces différents types. On voit qu'il y a des différences aussi spatiales qui sont assez fortes. Mais voilà, de nouveau, moi ce que je voulais montrer, il y a une grande diversité. Et cette idée que l'usager va chercher nécessairement le moyen le moins cher et le plus rapide
est globalement fausse. Aussi fausse que l'idée que l'enjeu principal des déplacements, c'est les déplacements de domicile-travail à l'heure de pointe du matin, comme on entend souvent dans le petit monde de la mobilité. Donc voilà peut-être pour quelques constats sur les différences, alors là que j'ai voulu peut-être confiner, sans jeu de mots, à la question de la vie quotidienne, mais on pourrait faire le même exercice pour d'autres formes de déplacement. Peut-être pour entrer sur maintenant, deuxième temps empirique sur la question des inégalités. Pour aborder la question des inégalités, j'avais envie de revenir sur cette question des mobilités réversibles dont je vous parlais avec l'image là du président français à la souterraine, en disant il y a cette espèce d'injonction à la mobilité réversible. Donc là, je vous ai mis cette définition de la réversibilité spatiale qui avait été proposée par Henri Lefebvre. Mais l'idée de la mobilité réversible, c'est l'idée de dire, et c'est ça qui est valorisé, en se déplaçant vite et loin, quelque part, on peut annuler les effets de la distance, la friction de la distance. On n'a pas besoin de se déraciner d'un endroit pour se réenraciner ailleurs. Par exemple, si vous trouvez du travail à Neuchâtel, allez à l'Office fédéral de la statistique, chers étudiants en sociologie après vos études, probablement que si vous habitez Genève, vous n'allez pas déménager. Vous allez prendre le train. Puis vous allez négocier de pouvoir télétravailler. Et puis pourquoi vous n'allez pas prendre le train ? Pourquoi vous allez prendre le train plutôt que de déménager à Neuchâtel ? Parce que déménager à Neuchâtel, si vous n'êtes pas de Neuchâtel, ça va impliquer de se déraciner de là où vous êtes, de quitter des proches, des amis, compagnons, compagnes, etc., pour aller vous ancrer ailleurs. Et donc ça a un coût, ça a une irréversibilité beaucoup plus forte que simplement faire des allées et venues tous les jours, ou pas tous les jours, parce que vous avez réussi à négocier avec votre employeur. Et donc cette mobilité réversible, ce qu'on oublie, c'est qu'elle est extrêmement inégalitaire. Et je voulais vous en faire peut-être rapidement la démonstration à partir de... Voilà, démonstration, c'est un bien grand mot. Enfin, je voulais illustrer le propos avec les résultats d'un programme de recherche auquel on a été associé il y a quelques années à l'EPFL, qui était un programme de recherche européen qu'ensuite on a poursuivi au Forum Vie Mobile. Ce qui nous a permis, on a eu un échantillon sur ces 6 pays là, que vous avez sous les yeux, donc l'Espagne, la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. Un échantillon représentatif de la population active et avec un suréchantillonnage de ce qu'on a appelé les grands mobiles, c'est-à-dire des personnes qui habitent très loin de leur domicile ou des personnes qui sont amenées à être plus de 80 nuits par année ailleurs que pour motif travail ailleurs que chez eux, ou des personnes qui ont 2 domiciles qui passent la semaine dans un pied-à-terre et puis qui rentrent dans une autre localité pour passer le week-end. Donc thème, on était vraiment là sur les mobilités réversibles. Pour la petite histoire, là, je vais vous présenter quelques illustrations qui sont tirées d'une bande dessinée qu'on a tirée de ce programme de recherche. Moi, je suis assez sensible à ces questions de restitution. C'est-à-dire que quand vous avez un programme de recherche comme ça, vous sortez des rapports, 200, 500 pages, il y a des analyses multivariées incroyables, on en tire quelques articles dans des revues américaines prestigieuses, etc. Puis ça s'arrête là. Non, moi je pense que c'est bien que ça s'arrête pas là. Et donc on a fait le pas suivant, on a essayé de restituer les principaux résultats de cette recherche en faisant appel à un auteur de bande dessinée, un jeune Parisien qui a sorti cette BD, ça fait maintenant 8 ans, Tranche de vie mobile, qui présente 6 personnages et leur vie quotidienne, et on comprend un petit peu de quoi est faite cette grande mobilité. Alors déjà, cette grande mobilité,
elle concerne une personne sur deux dans la vie active. Ça, bon, ça se voit pas parce qu'une personne sur deux au cours de sa vie professionnelle, c'est pas forcément au moment T. Mais vous voyez, on n'est pas dans l'anecdote, mais on peut faire chacun l'exercice pour nous-mêmes. Est-ce qu'à un moment ou un autre de notre vie, on a été dans cette situation, avoir un emploi très loin, puis devoir jongler, etc. Si on entre maintenant sur la question des inégalités, cette grande mobilité, ces formes de mobilité très intensives, réversibles très intensives, elles sont particulièrement inégalitaires en termes de genre. Elles renforcent probablement des inégalités de genre. Alors, l'enquête européenne qu'on a menée, elle a été menée sur deux vagues. Il y a une première vague en 2007, une deuxième en 2012, auprès des mêmes personnes. Donc on avait vraiment une enquête longitudinale. Et donc on a pu identifier des personnes qui étaient grandes mobiles en 2007, puis on a pu voir un petit peu comment ça se déroulait ensuite dans le temps. Quand on regarde les personnes qui ont eu un enfant, la naissance d'un enfant, dans leur ménage, entre 2007 et 2012, on voit il y a 59% des hommes qui arrêtent d'être grands mobiles dans cette situation et 83% des femmes. Donc ça vous donne... Alors pourquoi une telle différence ? Bon, d'abord, pourquoi c'est une telle tendance ? Parce qu'il y a une tendance à l'arrêt de la grande mobilité quand on a un enfant, parce qu'évidemment, il y a un besoin de vivre davantage dans la proximité. C'est très compliqué d'être loin. Donc ça, c'est un constat général. Puis pourquoi il y a cette différence qui est quand même absolument énorme ? Eh bien, il y a la question de l'absence, il y a la question de la friction de la distance, il y a la question des tâches inégalitaires. Ce qu'on a pu constater dans l'enquête, c'est que dans des couples où, par exemple, monsieur est grand mobile et où il y a des enfants, même quand on tient un discours hyper égalitaire sur le partage des tâches, en fait, dans les fêtes, le partage est particulièrement inégalitaire, tout simplement parce que monsieur, au moment du coup entre 18h et 19h30, il est dans le train. Il n'est pas à la vie, il est en train de rentrer du boulot. Parce qu'il travaille loin, et puis que voilà, il est dans le train ou au volant de sa voiture. Oui, plus souvent au volant de sa voiture d'ailleurs. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qui a un effet de renforcement probablement d'un certain nombre d'inégalités de genre. Deuxième inégalité qui est très forte, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, je l'ai un tout petit peu évoqué à propos de ces instruments que je trouve inégalitaires, tels que les péages urbains de congestion, etc. Donc il y a une inégalité liée à la flexibilité des horaires. Quand vous êtes grand mobile, puis que vous avez la flexibilité des horaires, ça veut dire que vous avez la possibilité d'arriver tôt ou tard sur votre lieu de travail. C'est souvent maintenant associé à la possibilité de télétravailler certains jours ou à certaines heures. Vous pouvez arriver à 11h du matin, vous décaler, etc. Si vous n'avez pas cette possibilité, puis que vous devez parcourir de grandes distances, eh bien, vous vous retrouvez dans des systèmes de transport extrêmement congestionnés, vous passez encore plus de temps à vous déplacer parce que vous avez une obligation d'être à un certain moment dans un certain lieu. Et ça, on s'est rendu compte que ça limitait même la possibilité d'être grand mobile. C'est-à-dire l'accès à cette mobilité réversible bute aussi là-dessus, parce que quand on est dans cette situation, eh ben, on finit quand même par déménager pour se rapprocher, parce que c'est un petit peu invivable. On arrive peut-être à une troisième forme d'inégalité qui me permet ensuite d'enchaîner sur la dernière partie de mon exposé que je voulais rapidement vous présenter. On a encore un petit peu de temps ou c'est... Quelle heure est-il ? 6h15, ça va ? Je me tourne vers les 10 minutes. Voilà. Là, vous avez... Alors, là, j'ai pris l'exemple d'un cadre... personne... cadre français qui habite la région lyonnaise. On s'est intéressé à sa motilité, c'est-à-dire en lui disant, voilà, si vous devez chercher un emploi ailleurs, quels sont vos périmètres de recherche, et ces périmètres de recherche, comment est-ce qu'ils sont associés à certaines formes de mobilité de la vie quotidienne. Et donc les différentes zones que vous voyez
Alors la première zone la plus foncée, là je vais de nouveau me déplacer, ce sera plus simple. Celle-ci, là, donc la personne habite Lyon. La zone foncée, ce qu'on appelle la zone de proximité, c'est une zone où voilà, ça pose pas de problème, on change rien dans la vie quotidienne. On se déplace en voiture, pas de problème. La deuxième zone, celle-ci, là, qui est, vous voyez, ça vient jusqu'à Genève, d'ailleurs, vous voyez, ça va sur Marseille, ça va même sur Paris. Ça, c'est une zone de pendularité de longue durée, de longue distance. Donc c'est une personne qui dit, bah, si je trouve du boulot à Paris, si je trouve du boulot là, si je trouve du boulot à Genève, je ne vais pas déménager. Je vais me déplacer au quotidien en TGV ou en voiture selon les destinations, mais c'est ça en gros la carte que je peux accepter. Et puis, ça c'est la zone de déménagement. Voilà, si c'est ailleurs, ben là je déménagerai. Et puis, vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas envisagées. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Bon, on a fait l'exercice que pour la France. Bon, vous voyez, là, il y a une aptitude à se mouvoir qui est associée à un revenu, qui est associée probablement pour envisager d'être pendulaire de longue distance de cette manière. Hein, ben, il faut accepter. Donc, il y a le train, derrière, il y a le TGV. Donc, pour pouvoir accepter ce genre de vie quotidienne, il faut déjà pouvoir arriver à s'occuper dans le train, c'est-à-dire avoir cette capacité à s'isoler, à faire sa petite bulle, pour pas, parce que sinon, j'entends passer 3 heures à se déplacer par jour et pas pouvoir utiliser son temps à quelque chose qui, enfin, voilà, c'est pratiquement pas possible. Donc ça renvoie à une aptitude, à une capacité probablement à s'organiser. Donc vous voyez, c'est tout un programme. Hein. Donc il y a des questions d'accès, des questions financières, il y a des questions d'accès au niveau géographique, parce que cette carte, elle est liée au fait qu'il y a des infrastructures de transport rapide. Si elles n'existaient pas, la carte ne serait pas comme ça. Il y a des questions d'aptitude personnelle à l'organisation, à arriver à se sentir bien et à tirer parti, voilà, de moments assez longs dans les transports. Et puis il y a probablement aussi le fait d'aimer ça, de trouver que c'est une vie finalement, voilà, qui n'est pas désagréable, qu'être birésident ou avoir 2 logements, c'est finalement pas si mal. Donc vous voyez, donc c'est à ces conditions-là aussi qu'on peut vivre bien la mobilité réversible. Mais ça renvoie à une certaine forme d'aptitude à se mouvoir, à une certaine forme, une forme particulière et bien spécifique de transformation de soi, pour reprendre ce que je vous disais au départ. Et donc ça aussi, évidemment, c'est très inégalitaire. J'en arrive tranquillement peut-être à la dernière partie de mon exposé. J'avais envie de repartir de cette question de l'aptitude à se mouvoir et de vous présenter quelques résultats d'une recherche qu'on a menée il y a quelques années sur mobilité et accès à l'emploi. Donc c'est une recherche qu'on a menée avec une question, voilà, qui peut paraître très banale, très simple. Dans un monde où la mobilité est devenue une espèce de norme, ou une certaine forme de mobilité réversible est devenue une espèce de norme, est-ce que l'aptitude à se mouvoir vite, loin et souvent, est-ce que ça constitue une ressource pour l'accès à l'emploi? Et dans quelle mesure et pour qui, etc. Donc c'est une recherche qui a été menée dans le cadre du Forum Vie Mobile, voilà, qui a maintenant quelques années. On a mené ça je pense qu'il y a 7-8 ans. Et donc, on avait collaboré avec une association qui s'appelle Mouvance, qui est une association qui formait les gens à l'aptitude à se mouvoir. Et qui, pour ça, avait développé un diagnostic. C'est comme ça qu'on est entré en relation, parce qu'en fait, Laurence Nog, la coordinatrice de l'association Mouvance, elle était partie de certains de nos travaux pour établir ce diagnostic. C'est comme ça qu'on est entré en relation. Et donc, voilà, ces données, donc elle avait des milliers de questionnaires, voilà, qui étaient plutôt bien faits, bon, pas parfaits d'un point de vue de chercheur évidemment, mais enfin qui étaient utilisables pour mesurer des aptitudes à se mouvoir. Et donc on a pu travailler sur ces personnes qui estimaient qu'elles devaient être formées à la mobilité
que ça pouvait contribuer au fait qu'elle retrouve un emploi. Donc on avait cet échantillon, puis parallèlement on a mené une enquête quantitative avec les mêmes questions pour avoir une population de référence, hein, pour pouvoir comparer un échantillon de la population active, pour voir de quelle manière les personnes qui étaient prises dans le diagnostic mouvance étaient spécifiques ou non. Donc voilà, il y avait 3 thématiques qui étaient mesurées notamment dans le diagnostic: les accès personnels à la mobilité, les compétences en matière de mobilité et les projets de mobilité. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques, on a pu créer un indice d'aptitude à se mouvoir vite, loin et souvent, qui est un indice quantitatif. Là, vous avez les quintiles, hein, de cet indice. Donc les personnes qui sont dans Q1, c'est les personnes qui ont les 20% qui ont le moins de motilité. Q2, c'est ceux qui ont entre 20 et 40% le moins de motilité. Puis ceux qui sont tout en haut, c'est ceux qui en ont le plus. Ça, c'est l'échantillon représentatif de la population active. Et ça, c'est ceux qui sont dans le diagnostic mouvance. Et donc ça déjà très intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a un lien qui est extrêmement fort et qu'effectivement les personnes qui suivent la formation qui était proposée par ce collectif d'associations avaient un déficit au niveau de leur aptitude à se mouvoir, enfin, tel qu'on peut le mesurer. Il y a des différences de genre quand on regarde sur l'échantillon représentatif de la population, vous voyez, entre les différents quintiles qui sont... Donc là, on voit aussi des différences, des inégalités de motilité, c'est plus que des différences, qui sont très fortes en termes de genre, qui sont beaucoup moins marquées en termes de revenus, à part dans la classe de revenus la plus basse, et ça suggère une chose. Vous voyez aussi qu'il y a un lien... Donc on a des différences de genre qui sont très fortes en termes des inégalités de genre, pardon, qui sont très fortes en termes de motilité, des inégalités liées aux revenus qui sont moi je m'attendais à des différences à des inégalités beaucoup plus fortes. Et puis vous voyez que le lien avec l'emploi, donc là on est toujours sur l'échantillon représentatif de la population. Vous voyez que les personnes en recherche d'emploi, effectivement, sont surreprésentées dans les moins motiles, mais qu'après, très vite, ça se... Voilà, c'est confiné au premier quintile. Et donc ça suggère, vous voyez, ça montre, je pense, toute une série de choses que l'on pourrait approfondir, mais ça montre que probablement, effectivement, l'aptitude à se mouvoir est une ressource pour l'accès à l'emploi. Je me suis attiré les foudres des bourdieusiens il y a quelques années en prétendant que c'était une forme de capital. Oh, sacrilège. Sacrilège parmi les sacrilèges pour les sociologues. Mais voilà, je pense que là, on est vraiment sur quelque chose, moi, qui me paraît assez important. Je pense pas que la motilité, au vu des travaux qu'on a pu mener, soit simplement réductible à une fonction du revenu, du niveau de formation, du genre ou d'autres facteurs. C'est pas réductible, c'est à quelque chose de spécifique et que je trouve extrêmement intéressant et stimulant. Et puis je vais m'arrêter là-dessus en disant, voilà, c'est peut-être une différence qu'il faut aller mesurer et dont il faut prendre la mesure. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on va passer la parole à Francesco. Merci. Merci beaucoup Vincent Kaufmann. Donc on passe la parole à monsieur Francesco Della Casa. On reste là les deux, je pense. Alors merci beaucoup, j'ai le privilège d'être sans doute celui qui a appris le plus, parce que j'ai pas de formation de sociologue, et c'est un angle d'approche qui n'est pas habituel, et qui rend un service inestimable, c'est qu'il met en évidence que parfois on a des a priori, quand on a la charge de modeler l'espace, qu'on répond peut-être un peu trop
facilement à d'autres injonctions. Et pour moi, ce que j'ai appris, qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que la corrélation entre le coût et la vitesse était l'élément dominant pour les choix. Enfin, pour moi, ça c'est absolument fantastique comme démonstration. Donc j'ai tout de suite une question. Il y a beaucoup de mouvements maintenant qui proposent la gratuité des transports publics, des mouvements politiques. Et il y a même des expériences qui l'ont tenté, hein, dans Dunkerque, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on a déjà observé, du point de vue de la sociologie, des effets très notables dans les choix de mobilité? Alors, bon, ça c'est un des grands sujets du moment. Je pense qu'en Suisse, il y a des initiatives populaires qui fleurissent un peu partout. Il y en a une à Genève en préparation sur la gratuité des transports collectifs. Ça fait un an. En tout cas à Lausanne, il y en a une à Fribourg. En France, il y a eu beaucoup d'initiatives. Au Forum Vie Mobile, on a travaillé sur Dunkerque. Peut-être pour te répondre, deux éléments de nature un peu différente. La recherche qui a été menée par le Forum Vie Mobile sur Dunkerque montre des résultats qui sont finalement un peu contrastés. Montre d'abord que ça n'a aucun impact sur le trafic automobile. Et ce qui renvoie de nouveau à la question, c'est que les gens s'ils prennent pas le bus, c'est pas parce que c'est cher. Si c'est gratuit, ça change rien, j'entends, c'est pas. Donc ça, si l'objectif de la gratuité est de favoriser l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture, je pense qu'il ne faut pas compter dessus. Si l'objectif, en revanche, est d'essayer de favoriser la mobilité de personnes qui en seraient exclues, alors là, oui, on voit que des personnes qui ne se déplaçaient pratiquement qu'à pied ou qui n'avaient pas vraiment accès au transport collectif se sont mis à les utiliser. Et donc c'est un résultat un petit peu, ce qui est assez intéressant, je trouve, parce que c'est un résultat un petit peu pas en demi-teinte, mais voilà, qui montre peut-être des choses auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement. Donc ça, c'est pour le cas de Dunkerque. Maintenant, peut-être deuxième élément de réponse, moi, cette question qui te fait réagir, là, la question de l'usager qui choisit son moyen de transport en fonction du coût et qui est rationnel, qui cherche à optimiser le coût et la vitesse. Moi, j'ai un collègue que certains d'entre vous connaissent peut-être de nom, Michel Bierler, qui est professeur à l'EPFL de mathématiques opérationnelles, qui travaille beaucoup sur les questions de mobilité. Et en fait, on s'est amusé, mais vraiment, on n'a jamais publié, mais c'était amusant à faire un modèle. Donc ça, c'est lui qui l'a monté, on a décidé ensemble des variables, etc., pour voir à partir de quel moment, quel devait être le prix du transport collectif pour pouvoir prétendre susciter un report depuis l'automobile. On avait fait l'exercice pour Genève, puisqu'on avait des données sur Genève. Donc, à partir du moment où on paye un automobiliste 7,50 francs, il va renoncer à la voiture. Donc en fait, le problème de la gratuité, en d'autres termes, c'est que les courbes ne se croisent pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'elles se croisent beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que ce soit gratuit, mais il faudrait payer l'automobiliste pour qu'il renonce. Donc ce qui est d'une certaine manière absurde. Mais c'est bon, voilà. Alors l'autre chose qui m'a beaucoup plu, au fond c'était sans doute une intuition, c'est quand tu as caractérisé justement les trois, comment tu les as appelés, parce que j'ai déjà, les trois facultés, la faculté de se transformer, ça m'a mis une petite idée dans la tête, c'est qu'au fond, s'il y a une qualité dans cette transformation, on peut peut-être avoir une efficacité beaucoup plus grande dans ce report de transfert modal. Parce que l'automobile offre une qualité, malgré tout, assez forte, dans le sens où on est isolé, on nous fout la paix, en gros, on est en représentation, on écoute de la musique,
Donc il y a un moment où en fait on a une expérience d'individualisme poussée à son extrême. Ce que n'offrent pas les autres modes de transport. Ils offrent d'autres choses, peut-être. Je raconte ça, alors je me réfère toujours à mon expérience. Je suis très empirique comme garçon, parce que c'est la perception effectivement de l'espace, a besoin de la ressentir avec les 5 sens. Et donc, tu as dit que tu n'avais jamais déménagé de Genève à Lausanne alors que tu es professeur depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, c'est l'inverse, c'est que j'ai toujours habité dans la ville où je ne travaillais pas. J'habitais à Genève quand j'étudiais à Lausanne, et j'habitais à Lausanne quand j'étudiais à Genève, et quand je travaillais à Genève. Donc, je suis un archer cantonal hors sol, parce que précisément, j'aime beaucoup cette expérience. Et bon, je n'ai pas de voiture, parce que là, sans doute, je ne le ferais pas. Si j'étais un automobiliste forcené, et un individualiste forcené qui veut cette expérience d'individualisme, j'aurais déménagé tout de suite. Mais quand on me demandait de quelle ville j'étais, je me suis toujours défini comme citoyen, depuis 40 ans, comme citoyen du wagon-restaurant. Sandro, tu sais de quoi je parle. Et alors ça c'est mon goût, moi j'aime les bistrots, et on a un club du wagon-restaurant entre Lausanne et Genève, dont je fais partie depuis 40 ans. Des amis très chers et avec une très grande diversité sociale. C'est ce qui m'a plu beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers. Ça, c'est une observation. Je pense que c'est sans doute un lieu d'étude qui pourrait être intéressant. Alors, dans les trains, il y a aussi les voitures enfants. Je crois que ça marche un tout petit peu moins bien comme critère incitatif. Maintenant, je me demandais s'il y avait des trains un peu diversifiés dans l'expérience qu'ils proposent, plutôt que d'être une sorte de wagon bestiaux, un peu serré, où effectivement on peut que se replier sur soi-même avec un casque et puis en admirant un écran, ce qui est à peu près ce qu'on observe dans le comportement de ceux qui choisissent ce mode de transport. Peut-être qu'il y aurait un effet différent. Considérer au fond le véhicule comme un lieu de vie dans lequel on pourrait avoir des activités différenciées. À mon sens, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Et chaque fois qu'on a une invention technique, elle reste à peu près sans évolution, parce qu'on doit chercher évidemment un degré d'efficience tel que le ratio personnes transportées et coût du transport soit à peu près viable. Ça, c'était la deuxième réflexion. La troisième, c'est par rapport à cette carte de la France. Je la trouve extrêmement intéressante pour le Lyonnais. Bon, moi, j'ai une approche des transports qui est culturelle et historique. J'essaye par rapport à l'échelle territoriale comme par rapport à l'échelle urbaine. On sait, l'histoire nous indique que, effectivement, cette question de la mobilité est fondamentale dans la capacité de l'expansion des territoires et de leur succès, le succès de certaines sociétés, ou non. Surtout, bon, je parle de l'Europe, je fais un européanocentrisme, ou en tout cas un méditerranéen-centrisme sans doute coupable, mais on sait que c'est l'histoire des voies qui détermine l'histoire économique et l'histoire politique de notre continent. Pas d'empire romain sans le réseau des voies romaines et sans le réseau des voies fluviales. En fait, ce qui détermine l'installation des villes depuis que la ville existe, c'est la présence d'une croisée de chemins et la présence, si possible, d'une voie d'eau navigable. C'est pas pour les pendulaires, à l'époque il n'existait pas tellement, mais pour deux choses: le transport de l'armée, le plus rapide possible, la logistique militaire, et le deuxième, le transport des marchandises, pour augmenter l'efficience du commerce, qu'il soit par traction animale ou par traction
hydraulique. Et c'est pas pour rien que tu es au milieu d'une école où les ingénieurs sont formés selon les lois de la dynamique des fluides. Parce que, précisément, la grande spécialité des gens qui se sont occupés de ces voies de circulation à l'échelle territoriale, c'est d'abord l'hydraulique. Et c'est elle qui détermine la puissance, le succès ou la décadence de systèmes sociaux et politiques dans l'histoire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une deuxième, c'est l'effet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est un deuxième effet, c'est que ça modèle le territoire. Ça détermine effectivement les degrés d'artificialisation, y compris la construction du paysage. Il y a ensuite, dès l'apparition au fond de la deuxième mécanisation, la première mécanisation, donc, c'est le chemin de fer. Donc le chemin de fer a des contraintes spécifiques, c'est-à-dire la pente maximale qui peut être franchie par le chemin de fer, c'est 2%, donc ça nécessite des parcours, on suit en général d'ailleurs des voies fluviales, c'est pas un hasard. Et donc on a renforcé peut-être cette inégalité territoriale qui existait depuis toujours. En France, quand on a voulu axer sur la vitesse, alors l'histoire des chemins de fer français, mais là tu en sais sans doute beaucoup plus, la carte des chemins de fer français en 1870, donc très tôt dans l'invention de cette technique, était une carte extrêmement ramifiée, avec une capillarité phénoménale. Pourquoi? Il fallait pouvoir mobiliser la troupe le plus rapidement possible. Et puis le paysan du Loir-et-Cher, s'il devait venir à pied, évidemment, on était un peu embêté. La Suisse était beaucoup moins capillarisée à cette époque, on a pris beaucoup de retard, et on l'a rattrapé. Et ensuite, il y a eu ce choix, qui était le même en Espagne d'ailleurs, de la grande vitesse et de l'abandon de ces réseaux capillaires. Je m'étonne que ça n'ait jamais été un débat politique en France, dans la présidentielle, parce qu'au fond, le nivellement de terrain, même le percement de tunnels, les efforts majeurs ont été faits immédiatement, mais on considère que ce n'est pas un instrument qui pourrait peut-être modifier les déséquilibres et les inégalités territoriales françaises qui sont beaucoup plus accentuées qu'en Suisse. Même chose, même discours pour l'Espagne. Ils ont un problème alors beaucoup plus grave, c'est l'abandon total de toute une série d'urbanisations de petite taille, mais la désertification, c'est qu'on a vraiment détruit le territoire par ces choix, sans doute, de mobilité. Alors, je pense que ça, c'est un aspect très intéressant, et quand la deuxième révolution technique, c'est la mobilité individuelle, motorisée est intervenue. Alors là, on a commencé effectivement à redéfinir des parcours, et c'est une histoire extrêmement intéressante parce que on a fait appel à des architectes de l'école des Beaux-Arts pour penser les voies, mais en Allemagne pareil, d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'on croit que Hitler il voulait juste aller tout droit. Non, il avait avec l'ingénieur Fritz Stott, un architecte qui venait du paysagisme, d'ailleurs qui a fini sa carrière comme spécialiste des jardins, des jardins en biodynamie, donc comme quoi il y a des choses curieuses dans les carrières professionnelles, mais il dessinait précisément les autoroutes de l'Allemagne nazie en fonction de leur qualité paysagère, non seulement pour celui qui se déplaçait, le regard de celui qui se déplaçait, mais le regard de celui qui était sédentaire et qui voyait le ruban quotidiennement modifier son paysage habituel. C'est des choses très intéressantes. Donc, ce n'est pas simplement les logiques des fluides qui sont déterminantes. Évidemment, il y a des courbures, des rayons de courbure, des choses comme ça,
qui interviennent et qui sont très importants. Donc, je pense que entre la mise en évidence de faits sociologiques sur les mobilités et le rattachement à l'histoire de ces mobilités, ce qui nous fait le donner, hein, pourquoi les infrastructures sont là. On ne pourrait pas tout d'un coup tracer au hasard, en fonction des données sociales, des traits à travers le territoire français pour proposer des alternatives de mobilité. Ce sera très difficile. Mais peut-être qu'en remettant en évidence le palimpseste de tout ce qui a été déjà édifié depuis des siècles, on pourrait avoir un effet qui pourrait être intéressant. Alors, l'autre forme de mobilité qui m'intéresse, parce que en matière d'urbanisme et de formation des villes, hein, ce qui donne la forme des villes, évidemment la mobilité elle est fondamentale. Et le premier, enfin le père des urbanistes, Ildefonso Cerda, qui a dessiné le plan d'extension de Barcelone, vous avez tous vu une fois, peut-être d'un avion même, vous avez noté cette forme tout à fait particulière, l'îlot carré dont les angles sont coupés. Et on a mis très longtemps, même les historiens d'urbanisme ont mis très longtemps à comprendre les motivations de Cerda. Or, Cerda était un ingénieur de canaux, de formation, spécialiste de déplacement des fluides, fasciné par l'arrivée du premier train à la Station de Francia en 1840 ou 35, je ne sais plus exactement la date. Il s'est dit, voilà, ça y est, on va modifier complètement les modes de déplacement, on va pouvoir étendre la ville et mettre des chemins de fer partout. Donc dans cette trame urbaine, il avait pensé d'abord à mettre un chemin de fer au centre de la voie. Puis sur les côtés, évidemment, la mobilité animale et la mobilité piétonne. Il dessinait en coupe, parce que c'est un bon ingénieur, il se préoccupait du sol, il se préoccupait des arbres, ça c'est très curieux, par rapport à nos ingénieurs de circulation, enfin de mobilité actuelle. Je dis, il ferait bien d'étudier l'histoire de leur illustre prédécesseur. Mais surtout, il s'est rendu compte que le problème de ces voies de circulation, c'était les nœuds. Il pensait en réseau, hein, mais il voyait qu'il fallait résoudre le croisement. Et que si on avait simplement une trame orthogonale avec des îlots carrés, à chaque intersection, il y aurait le chaos, surtout si on met le train au milieu. Donc il s'est mis une condition qui a intensifié le problème qu'il avait à résoudre et l'a amené à trouver une solution. Parce qu'il y a des chevaux, les chevaux détestent les hommes parce qu'ils voient surgir leurs congénères au dernier moment, ils s'emballent et créent des accidents. Donc non seulement on mourrait sous le train, sous les sabots d'un cheval, et parce qu'il y avait des paysans qui étaient toujours là et qui paniquaient et qui se mettaient à courir dans tous les sens. Il s'est dit, je dois régler ça. Et donc, je dois augmenter la surface. À chaque intersection, je dois faire une place. C'est une vieille recette. C'est une recette qui existait déjà depuis le XVIe siècle ou XVIIe siècle en France. Pierre Pat avait fait une carte de la ville de Paris où il disposait des places dans les lieux d'intersection. Le XVIIIe, pardon. Et Cerda, sans doute, avait cette idée. Mais il s'est rendu compte que s'il faisait une place carrée dans le sens de l'orthogonalité, il devait faire des coins rentrants dans chacun des îlots, sur les quatre côtés, et que ça n'allait pas très bien ni pour la fluidité de l'intersection, ni pour la forme urbaine. Et donc il a fait cet acte génial. On l'a découvert seulement en 2000. Tous les historiens qui se sont penchés sur ce fameux Cerda ont compris le système seulement en 2000. Manuel de Sola Morales, qui est le premier qui a publié ça, il l'a fait tourner de 45 degrés. Et il avait réglé son problème de mobilité en premier. Mais après, c'est un homme vraiment très, très fascinant. C'est un homme qui avait des idées sociales
très avancées, des idées politiques très avancées. Donc il a fait des études sociologiques pour déterminer ce qu'il allait mettre à l'intérieur de chacun de ces îlots. Et donc il a fait une enquête. Intéressez-vous à Ildefonso Cerda parce qu'il a fait le premier traité d'urbanisation. Et c'est une série d'inventaires statistiques sur quels sont les ouvriers, quelles sont leurs compétences, etc. Et comment est-ce qu'on allait pouvoir adapter ces îlots. Il a même fait une proposition d'installation qui évidemment n'est jamais restée telle quelle parce qu'on a densifié énormément et de manière très diversifiée, très disparate. C'est pour ça que Barcelone est si belle. Ils ont fait mieux que Cerda. C'est pour ça qu'on a le régionalisme catalan, le modernisme, que tout peut se coller dans ces îlots, et ça marche très bien. Donc, il y a toutes ces constatations qui sont très, très curieuses, mais qui montrent d'abord que la résolution du vide, là où les mobilités urbaines peuvent se déployer, peuvent se diversifier, elle est fondamentale pour donner une qualité spatiale dont tout le monde peut bénéficier. Et je discutais tout à l'heure, avant l'intervention, sur d'autres remarques empiriques. À Genève, donc moi je me dispute tout le temps avec les ingénieurs de circulation parce qu'ils veulent, ils parlent de tubes. Mais comme maintenant on a des tubes pour... il y a même un ingénieur, un jour, il m'a dit la promenade que tu fais sur les crêtes, dans la zone forestière en dessus du quartier Praia Cassia-Vernet, elle doit faire au minimum 8 mètres de large. Parce qu'il faut une piste pour les vélos, il faut une piste pour les mères de famille avec les poussettes, il faut une piste pour les piétons. Et puis comme maintenant, il y a maintenant des trottinettes, donc une piste pour chacun. Sauf que le territoire, là, il est en dévers. Donc si vous mettez une voie de 8 mètres de large dans un terrain en dévers, c'est comme si on pouvait construire une autoroute. Ça revenait au même. Donc on lui a dit, ça va pas, on va peut-être essayer de partager et de réfléchir autrement sur la qualité de ces lieux, ralentir toutes ces mobilités, ne pas chercher l'efficacité de chacun des modes, mais de dire qu'au fond, ils doivent pouvoir avoir la capacité de cohabiter, de se croiser. Bon, dans plusieurs forums, on s'est disputé, c'était très drôle, j'adore m'empoigner avec les ingénieurs de circulation. Ils sont en train d'apprendre petit à petit, parce que j'ai un argument imparable, c'est leur travail, leur propre travail. Le plus grand succès de la mobilité à Genève, l'endroit le plus admirable, c'est la place de la gare Cornavin. Quand je réponds ça, tout le monde me prend définitivement pour un cinglé, mais j'ai l'habitude. Et je leur dis, voilà, là, on a tellement réfléchi et raisonné comme un ingénieur de circulation, c'est qu'on a mis tous les modes de déplacement à la sortie principale de la gare. C'est que vous trouvez les parkings à vélo, les parkings à moto, les haltes de taxi, les bus, le tram et l'entrée du parking souterrain. Allez l'observer, c'est toujours comme ça. On n'a pas pu bouger. Donc évidemment, le chaos était planifié d'avance. Et donc c'était impossible dans l'espace de mettre un tuyau pour chacun. Les tuyaux se mélangeaient. Et le responsable du service des aménagements extérieurs de la ville de l'époque, Philippe Feller, a eu une idée de génie. Il dit, comme on n'arrive pas à mettre chacun de son côté, on va faire un truc qui va inquiéter tout le monde. C'est-à-dire on va peindre quelque chose qui n'existe pas dans le registre des normes de circulation suisse. On met des bandes bleues perpendiculaires au sens de circulation des véhicules. Normalement, les bandes sont jaunes, elles sont parallèles. Passage piéton. Et donc tout le monde qui voit ça, il se dit « Ah, je suis dans une situation inhabituelle ». Et ça attire son attention. Et chaque usager de mobilité sur la place de la gare Cornavin est obligé de porter attention à tous les autres. Et ça, c'est l'acte fondamental. Résultat statistique, il y a eu un accident en 20 ans. Un.
alors que c'est sans doute l'endroit de congestion le plus fort de la ville de Genève. Et heureusement pas mortel. Alors que si on faisait la carte des densités des accidents mortels dus à la mobilité sur le canton de Genève, c'est peut-être la tache blanche. Donc en plus, même du point de vue quantitatif, ça marche. Elle est dégueulasse, elle est moche à mourir, c'est l'endroit le plus horrible du point de vue de la qualité urbaine, hein. Mais c'est celui qui fonctionne du point de vue des mobilités partagées. C'est de fabriquer du chaos peut amener à faire comprendre qu'on devrait penser autrement. Et moi, le grand problème, plus généralement, par rapport à la forme de nos villes, c'est effectivement l'irruption de la mécanisation du transport, qui est un facteur d'enlaidissement fondamental qu'on ne note pas, qu'on n'observe pas. Il fait 15 cm. C'est la hauteur du trottoir. Avant, dans la ville ancienne, on avait des charrettes, on avait des bœufs, des chevaux. Il y en avait un seul instrument physique, architectural, pour éviter que les roues ne fassent des dégâts contre les portes cochères, etc. C'est une sorte de borne enfilée dans la base du bâtiment et qu'on appelait un pare-bœuf. Vous voyez toujours en vieille ville, regardez-le, ça c'est des détails constructifs qui sont toujours... Ils nous parlent de l'histoire, justement, et des modes de vie, d'une manière assez intéressante. Donc il y avait un dispositif minimal qui répondait au problème d'écarter la nuisance éventuelle. Mais il n'y avait pas le 15 cm. Maintenant, on a reconstitué, on n'a vraiment pas de trottoir en vieille ville. Mais on a des camions de livraison, il n'y a pas de tram, ça c'est vrai, dans la vieille ville, en haut en tout cas, dans la cité. Mais ces choses se mélangent à vitesse très lente et en étant obligés aussi de porter attention à d'autres. Par contre, du point de vue de l'agrément spatial, on a une qualité qui est pas seulement due aux façades des bâtiments. On peut avoir un bâtiment très moche qui s'intègre, mais parce que l'espace partagé, l'espace vide dans lequel on se déplace, il a une simplicité et il ne nous oblige pas à des déplacements particuliers. Ces 15 cm de trottoir ont bousillé le reste de la ville. Et quand tout d'un coup on arrive dans d'autres magnifiques chefs-d'œuvre de mes chers ingénieurs de circulation, l'arrêt de bus et de tram devant Manor à la rue de Coutances, c'est qu'on on a aligné tout, parce qu'on est des ingénieurs, on aligne. Et donc tout est superposé, y compris la sortie du supermarché. Et donc quand vous essayez d'emprunter le trottoir, vous avez le droit d'aller seulement là, au lieu d'avoir une rue de 20 mètres ou 25 mètres de large à votre disposition. Vous n'avez que 2 mètres, mais avec tous les gens qui attendent le tram, le train, ceux qui sortent du bus, ceux qui fument une cigarette, et ça donne une expérience de fluidité qui est assez... c'est sans doute un des endroits les pires pour le piéton à Genève. Il y en a beaucoup, mais ce genre d'observation dans l'organisation spatiale de la ville, elle est déterminante par rapport à la perception de qualité aussi que l'on pourrait avoir. Et j'en veux pour preuve les photos anciennes. Quand vous voyez des photos anciennes, la fin du 19e de Genève, la chose est frappante, vous avez des piétons partout. Des dames en crinoline, il y a des voitures attelées, quelques bicyclettes, mais tout est dispersé avec une certaine respiration. On a peu construit dans ces endroits qui ont été photographiés. La ville n'a pas changé du point de vue de ses bâtiments, mais elle a profondément changé du point de vue de sa mobilité. Et de sans doute de l'impression que chaque citoyen et citoyen en ressent. Voilà, mais je suis très bavard, il ne faut jamais me donner un micro parce que je ne le rends jamais. Mais je vais m'arrêter là sur ces quelques considérations. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions du public. Alors appelez-moi et j'arrive avec le micro.
Merci, Sandro Kotachin. Donc, j'ai beaucoup aimé votre interaction faite sur la question des lieux, de la mobilité, de comment ces lieux sont organisés. On a eu cet après-midi, pas beaucoup plus loin, une discussion dans une classe qui réfléchit sur comment faire la ville plus ouverte à la différence. Il y a eu une discussion qui est assez intéressante dans le sens qui met un peu ensemble cette discussion que vous avez eue tout au début. À savoir, est-ce qu'on doit différencier les moments pour l'utilisation? Ça me rappelle un peu des discussions à Zurich encore sur les vieux qui ne peuvent pas utiliser le tram avant 9h parce que ça énerve, ça bloque, etc. Mais évidemment aussi des autres situations, des femmes qui disent qu'ils sont touchées dans les trams, et donc peut-être on devrait leur donner leur partie à eux. Des gens qui rentrent très lentement et qui ne peuvent pas être coincés dans ces instituts, dans ces trams. Et on pourrait continuer un peu sur tous les espaces. Le skatepark, c'est très mal. Si une femme veut aller là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on doit lui donner un horaire où elle peut expérimenter sans risquer la nuit, le jour, etc. Est-ce que la réponse n'était pas aussi un peu dans la différenciation des espaces, donc le contraire de ce que tu viens de dire, la dédifférenciation pour garantir l'hétérogénéité, mais quand il y a des inégalités de pouvoir quelque part, peut-être on devrait réfléchir sur une différenciation aussi. Alors, on n'a pas trouvé une solution, on ne s'est pas engueulé cet après-midi, mais je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Non, c'est vrai que la dédifférenciation, ce n'est pas une solution universelle. Il n'y a jamais de solution universelle, il faut s'en méfier. Alors cet urbanisme des temporalités, ça c'est Thierry Pacaud qui l'a beaucoup défendu, mais tu as aussi démontré qu'on n'a pas le choix. Tout le monde n'a pas le choix, et que c'est une des sources d'inégalité. Et que sans doute, peut-être que des modes de réflexion sur les temps de travail, alors c'est possible peut-être dans l'administration publique, où on dit, après tout, on ne vous donne pas de prescription, vous ne devez pas forcément tous être à part les policiers et les infirmiers, dans certains domaines, mais dans d'autres cas, on peut peut-être vous laisser une marge de plus ou moins 1 heure, si c'est un avantage. Maintenant, je ne sais pas si c'est très très pratiqué. Dans les entreprises privées, je ne sais pas comment ça peut se faire. Peut-être qu'il y a certaines entreprises qui trouvent un argument peut-être pour s'attacher la fidélité de leurs collaborateurs et offrent peut-être davantage d'opportunités. Voilà, mais là il y a une inégalité. Est-ce que tu es collaborateur de cette entreprise progressiste ou est-ce que tu n'as pas pu trouver un emploi là-bas mais que tu es dans une entreprise très rigoriste sur ces temporalités. Sur les espaces, alors sur ce qu'on appelle faussement l'espace public, ça c'est ma bataille, je vais essayer de... Heureusement je ne suis pas seul, il y a Manuel Delgado, un anthropologue catalan qui a démontré que c'est une absurdité langagière depuis 30 ans. Je vous invite à être méfiant parce que tout le monde la sert et ça veut vraiment dire que cette nomination est fallacieuse. Moi j'appelle ça les dehors. Alors comment travailler sur les dehors pour que il ne soit pas générateur d'inégalité, que les décisions esthétiques ne génèrent pas d'inégalité, ou les décisions fonctionnelles. Je n'ai pas de réponse toute faite. Ce que je constate, c'est que quand on a une palette de choix d'occupation de l'espace, et une diversité, c'est pas une différenciation, c'est une diversité. C'est des parties ombrées, des parties claires, des parties très vides ou des parties très occupées, des labyrinthes, pourquoi pas. On a peut-être plus d'opportunités de choisir.
l'endroit. La place de Pimpalais est suffisamment grande, je n'ai pas, en tant qu'individu, à avoir la prétention de l'occuper toute, de pouvoir être libre. Non, ça peut être intéressant d'y aller. Ça, c'est Jane Jacobs qui est la première à avoir montré, en effet, que quand il y a une diversité et une sinuosité dans les espaces urbains, donc la possibilité de choisir des itinéraires différents, il y a plus de sécurité pour les jeunes enfants, par exemple, sur le chemin de l'école. Alors dans les grands ensembles, où il y a une sorte d'homogénéité de l'espace, en tout cas il y a un grand vide, où on est vu de très loin, on est beaucoup plus exposé, par exemple, aux gangs ou aux bandes d'enfants plus âgés. Elle avait fait cette description extrêmement précise, qui était une première sonnette d'alarme pour le mouvement moderne des urbanistes. Ça a été traduit seulement en 2000, d'où le retard peut-être de nos urbanistes de chez nous à en tirer les leçons. Mais c'est une chose, ça c'est un des éléments de réponse. L'observation du trottoir sur les comportements et sur l'impression et la qualité de chaque type d'usager de ces dehors. Voilà. Je ne peux pas te répondre beaucoup plus. Je pense, je suis assez favorable à des contextes qui sont différents. Dire chaque lieu devrait trouver la réponse contextualisée la plus grande. Je suis anti-Rem Koolhaas. Mais peut-être pour enchaîner, puis ça permet de poursuivre le dialogue, moi, par rapport à l'espace, j'avais envie de revenir aussi peut-être sur cette carte. Moi, indépendamment du geste que l'on fait, de comment on planifie de façon séparée ou pas un espace, etc. Moi, je pense que c'est ce qu'on voit en travaillant, enfin, c'est ce que j'ai beaucoup vu dans des enquêtes, notamment qualitatives, en travaillant sur la motilité. Il y a une assez grande créativité des personnes. Et ils ne font pas forcément ce qu'on imagine qu'ils vont faire. Je pense que quand on a conçu les réseaux autoroutiers et les réseaux de TGV, par exemple, personne n'avait imaginé qu'ils seraient utilisés de cette manière-là que je vous décrivais. Il s'agissait d'aller vite et loin, mais de revenir. Il ne s'agissait pas d'utiliser ça pour éviter de déménager. Et donc il y a une espèce de créativité. Et ça, moi, je trouve ça fascinant comme sociologue, de voir un peu comment ça peut être détourné, comment ce qu'on propose dans l'espace offre des prises à des comportements qu'on n'imagine pas forcément. Et ça fait partie de la dynamique de la vie, de la dynamique d'une ville, mais je trouve ça absolument fascinant. Peut-être pour revenir sur cette carte, il y a quelque chose que... moi, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit sur les réseaux, leur développement, je pense. Alors, moi, j'ajouterais un point, c'est que, en fait, cette carte de France, il y a plusieurs villes qui ne sont pas mentionnées. Il y a Strasbourg, déjà, qui n'est pas sur la carte, et puis il y a toute la Bretagne. En fait, c'est des lieux, si on regarde d'un point de vue simplement temporel, vous reliez Lyon en TGV à la Bretagne ou à Strasbourg, en fait, elle devrait, si c'était mécanique, elle devrait être dans la zone probablement gris foncé. Mais la personne, ça c'est le résultat en fait d'un entretien. On a discuté et puis voilà, il est ressorti cette carte. C'est quelqu'un qui n'envisageait pas d'aller habiter ni en Bretagne ni à Strasbourg, je ne sais plus la raison. Et donc ça montre bien qu'on n'est pas dans un rapport mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation. Et ça, il y a peut-être souvent là un espèce de plaquage en disant c'est parce qu'on peut aller là-bas, alors on va y aller, on va l'envisager, mais pas nécessairement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est important, qu'il faut pas sous-estimer ou qu'il ne faut pas oublier. Et puis, deuxième élément peut-être par rapport à cette carte, et là comme ça me permet de prolonger un peu ton raisonnement. Moi, pour cette carte, l'entretien, on a dû le mener, ça devait être en 2015. Bon, donc c'était avant le Covid. Moi, je serais intéressé de savoir moi, je pense que cette carte, elle a changé. C'est-à-dire que si cette personne était cadre, si elle peut télétravailler, probablement que ça change sa carte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins besoin de se déplacer. Et quelque part, là où je veux en venir, c'est que peut-être que la révolution des transports du futur, c'est peut-être la digitalisation.
la possibilité de travailler à distance, le fait que c'est plus les objets qui se déplacent et moins les personnes. Et là, on peut vraiment se demander si on n'est pas face à un tournant, et ça permet de revenir aussi sur la vitesse du transport. Quand vraiment on veut aller vite dans le monde d'aujourd'hui, on ne va pas se déplacer. On ne va pas perdre son temps à se déplacer, on va communiquer à distance, parce qu'on peut avoir l'immédiateté. Et ça change quand même un certain nombre de choses dans le rapport à l'espace. Et puis je reboucle, puis j'arrêterai là, parce qu'il faut quand même qu'on prenne quelques questions. Sur une chose qui, moi, on a beaucoup travaillé avec le Forum Vie Mobile sur le ralentissement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une large part de la population, notamment dans une enquête internationale qu'on a menée il y a 4 ans, qui trouve voilà, le mode de vie, et notamment associé à la succession des activités et des déplacements, voilà, stressant, invivable, qui provoque voilà, une sorte de surbooking permanent, et on a envie de sortir de ça. Et on peut se demander si ce modèle de l'injonction à la mobilité, que je décrivais au début de mon exposé, est-ce qu'il n'est pas en train d'arriver à sa limite? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à autre chose? Ça, je pense qu'on peut vraiment se poser la question.